Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Du coup, suite aux idées de Brume de Givre, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur les pires expériences scientifiques. Et je dois avouer que j'ai découvert pas mal de trucs hyper intéressants. Donc un grand merci à toi parce que c'était vraiment une très bonne idée. Allez, c'est parti. Vu que vous êtes sûrement tous des grands amateurs de creepy, je pense que cette vidéo va vous plaire. Donc en premier, on a l'unité 731. Créée en 1932 et 1933 par mandat impérial, c'était une unité militaire de recherche bactériologique de l'armée impériale japonaise. Officiellement, c'était une unité pour la prévention des épidémies et la purification de l'eau. Bon, en vrai, vous vous doutez, c'était pas du tout la même chose. En réalité, du coup, elle effectuait des expérimentations sur des cobayes humains, comme des vivisections sans anesthésie, ou des recherches sur diverses maladies comme la peste, le typhus et le choléra, en vue de les utiliser comme armes bactériologiques. Et donc ça, on le doit à notre héros du jour, Shiro Ishii. C'est ce gars-là. Oui, c'est celui-là. Les premiers cobayes étaient des prisonniers condamnés à mort et détenus de la prison d'Arbin, j'espère que je le prononce bien, ou des résidents capturés par la police militaire japonaise. Par la suite, les victimes furent également des soldats chinois, des Russes communistes détenus, des intellectuels, des ouvriers coupables d'agitation, ou simplement des individus soupçonnés de déloyauté. Bon, au final, c'était un petit peu tout le monde quand même. Ensuite, à leur arrivée à l'unité 731, on leur attribuait un numéro, et du coup ils étaient plus du tout considérés comme des êtres humains. Qu'est-ce que ces pauvres gens subissaient là-bas ? Je suis pas très sûr que vous ayez envie de savoir, donc si vous êtes en train de manger, stoppez tout de suite, sinon vous allez regretter. C'est bon ? Vous êtes prêts psychologiquement ? T'es sûr, hein ? Bon, je t'aurais prévenu. C'est parti. Donc dans ces joyeux laboratoires, on se livrait à la vivisection de détenus. Certains furent bouillir vifs, d'autres brûlés au lance-flammes, d'autres congelés, d'autres subirent des transfusions de sang de cheval, ou même d'autres mères. D'autres ont été électrocutés, tués dans des centrifuges géantes ou soumis à une exposition prolongée aux rayons X. Ok, là tu crois que c'est fini. Eh bah, écoute la suite. Des détenus furent complètement déshydratés, c'est-à-dire momifiés vivants. On les desséchait jusqu'à ce qu'ils meurent et ne pèsent plus qu'un cinquième de leur poids normal. Et pour te faire une idée, j'ai regardé ce que représentait un cinquième de 65 kg par exemple. Ça fait 13 kg, donc à la fin, ils pesaient plus que 13 kg. On étudiait également sur eux les effets de cyanure d'hydrogène, d'acétone et de potassium. Certains détenus étaient affamés et privés de sommeil jusqu'à la mort. Selon certaines sources, plus de 10 000 hommes, femmes et enfants seraient morts dans les laboratoires. Bon, finalement, le camp enfermé en 1945 et son commandant Yamada a ordonné la destruction des unités 731 et 100. Tous les cobayes ont été tués et 600 travailleurs chinois locaux ont été exécutés à la mitrailleuse. Voilà, ça c'était pour l'unité 731. Et si on parlait un peu de pendaison, donc l'expérience sur la pendaison, ça on le doit à Nicolas, alors il y a un E à la fin donc je sais pas si ça se dit pas Nicolai, Minovici ou Minovici. C'était un médecin légiste et criminologue roumain. Minovici a effectué 12 expériences de suspension impliquant lui-même comme sujet. Il a utilisé un dynanomètre attaché à un nœud, alors je savais pas ce que c'était qu'un dynanomètre, et du coup pour les gens comme moi, c'est un appareil qui sert à mesurer la force. Voilà. C'est ce machin-là. Donc il l'a ensuite attaché autour de son cou et a expérimenté diverses positions du nœud autour de son cou, observant des phénomènes associés, tels que des troubles de la vision, un changement de coloration de la peau et des bourdonnements dans ses oreilles, ainsi que la vitesse d'apparition de ces derniers symptômes. Lors des premières expériences, le nœud était pas resserré et ses pieds ont été relevés à 2 mètres au-dessus du sol. Il a quand même été capable de tenir 25 secondes au maximum dans cette configuration. Dans sa dernière expérience, en utilisant un nœud de bourreau régulier et contraignant, il n'a pu se tenir debout que pendant 4 secondes avant de donner le signal à ses assistants d'arrêter l'expérience. En gros, le nœud du bourreau, c'est le nœud du pendu si vous préférez. Il a également effectué des expériences d'étouffement sur des volontaires en appliquant une pression sur leur artère carotide et leur veine jugulaire pendant jusqu'à 5 secondes, jusqu'à ce que le visage de ces sujets devienne rouge. Les volontaires ont raconté leur ressenti après cette expérience, tels que des problèmes de vision, une sensation de chaleur dans la tête, ainsi qu'une sensation de picotement et d'engourdissement à plusieurs endroits de leur corps. Bon, c'est moins pire que l'unité 731, mais quand même faut être un petit peu tordu. Ivanovitch Est un biologiste russe et soviétique spécialisé dans l'insémination artificielle et l'hybridation interespèces. Donc rien que le début, ça donne envie, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'il a fait ce petit bonhomme ? Ce brave garçon avait dans la tête de créer un hybride homme-singe. Il aurait, avant cette tentative, créé des trucs bien bizarres, seulement j'ai trouvé 2 choses différentes. J'ai trouvé qu'il aurait voulu mixer un zèbre et un âne qui s'appellerait le zébran, recherché comme nom, ou un zèbre et un cheval, donc je sais pas quelle version des deux est exacte, mais voilà. En tout cas pour le bison, c'est bien vrai, il a mélangé un bovin domestique et un bison d'Europe. Ça aurait été pour le préserver de l'extinction, mais moi je pense qu'il s'amusait juste en fait à faire des petites expériences comme ça. Revenons à nos hommes singes. C'est l'Institut Pasteur, donc la France, qui le laisse tenter l'expérience en Guinée.
Il a travaillé avec du sperme humain et des femelles chimpanzés. Il ne réussit pas à déclencher une grossesse. En 1929, il organisa un jeu d'expérience impliquant du sperme non humain et des volontaires humaines, des volontaires. Mais il fut retardé par la mort de son dernier orang-outan. Voilà, c'était charmant tout ça. Encore bon appétit, Saïko pour vous servir. Ah, la suite, je suis sûre que vous allez adorer. Vu comme vous êtes tordus dans vos petites têtes. Loretta Bender. C'est une neuropsychiatre américaine spécialisée dans les enfants. Elle est connue comme créatrice du test Bender-Gestalt. Le test est devenu largement utilisé pour évaluer la fonction neurologique des enfants et le dépistage des troubles du développement. Mais pourquoi je vous parle d'elle alors? Eh ben, de ce que j'ai compris en lisant, mais vous pouvez toujours me corriger, elle serait une des premières à s'être intéressée aux troubles psychologiques chez les enfants, comme la schizophrénie, alors qu'avant on lui remettait sur le dos de la mauvaise éducation par exemple. Donc elle a fait tout plein de recherches, a créé son test et a continué ses recherches encore et encore. Elle pensait que l'art c'était un excellent moyen de faire exprimer les personnes schizophrènes et a donc pris un groupe de 12 personnes âgées de plus de 6 ans. On n'a pas plus de précision que ça. Elle leur a demandé de peindre un portrait d'eux-mêmes avant et 15 minutes après des électrochocs. Après le traitement, comme ils aiment dire, les patients devaient faire son test. Donc ils ont fait ça pendant des jours, tous les jours des électrochocs, en moyenne 20 fois. Et bizarrement, elle a observé qu'après les traitements, les patients étaient beaucoup plus anxieux qu'avant et que ça se ressentait dans leurs dessins. Donc elle s'est dit, bah tiens, les coups de jus ça marche pas. Et si on les droguait? Faut bien comprendre par contre qu'à l'époque, il n'y avait aucun traitement, pas de médicaments adaptés, rien. Donc elle n'était pas la seule à opter pour le LSD pour tenter de soulager les symptômes schizophréniques. Un petit bonus qui n'est pas de notre psychiatre préféré, mais intéressant tout de même, des patients ont reçu de grandes quantités d'insuline pour provoquer un choc à l'insuline, puis donné du métrazole pour introduire des convulsions épileptiques. Bon, même si la tension n'était pas mauvaise car c'était pour trouver un traitement, je plains quand même les gens qui ont dû subir tout ça. Et nous clôturons cette belle série avec l'étude de monstres ou Monster Study. En gros, on est allé chercher 22 orphelins sans leur dire ce qu'on allait faire. Avant le début de l'étude, sur les 22 enfants, 10 ont été identifiés comme bègues. On a fait parler tous les enfants devant un jury, dont le meneur de l'expérience, et on les a classés de 1 à 5 sur leur manière de s'exprimer, 1 étant médiocre, 5 étant génial. Il y a eu une étude de QI, enfin bref, il y a eu plein de trucs, on les a bien étudiés. Puis on a dit aux enfants bègues qu'ils ne l'étaient pas, qu'en fait ils savaient très bien s'exprimer, et à rajouter, vous dépasserez le bégaiement, et vous serez en mesure de parler, encore mieux que vous ne le faites maintenant. Ne prêtez aucune attention à ce que les autres disent de votre capacité à parler, car sans aucun doute, ils ne réalisent pas que ce n'est qu'une phrase. Et du coup, vous devinez qu'au nom bègue, elle a dit « Le personnel est arrivé à la conclusion que vous avez beaucoup de mal avec votre discours. Vous avez beaucoup de symptômes d'un enfant qui a commencé à bégayer. Vous devez essayer de vous arrêter immédiatement. Utilisez votre pouvoir de volonté. Faites tout pour éviter de bégayer. Ne parlez jamais à moins que vous ne puissiez le faire correctement. Vous voyez comment, par exemple, Jimmy, qui a bégayé sévèrement, bégait, n'est-ce pas? Eh bien, il a sans doute commencé de la même manière. Ça, on l'a dit au non-bègue. Donc comme vous pouvez vous douter, ça a foutu un sacré bordel dans leur tête. Par exemple, un petit de 5 ans qui savait très bien parler, après avoir reçu ce genre de discours, refusait catégoriquement de s'exprimer. C'était devenu impossible de discuter avec lui. Un autre ne voulait plus réciter en classe. Et un autre, quand il commençait à parler, se corrigeait non-stop, car il avait peur d'avoir des problèmes avec les mots avant de le dire, comme si c'était coincé selon lui. L'aîné du groupe, Hazel, avait 15 ans et claquait des doigts par frustration. Quand les personnes menant l'expérience lui ont demandé pourquoi elle faisait ça, il a répondu qu'il avait peur de ne pas trouver le mot suivant. Cette expérience a été faite en 1939. Mais les personnes qui le faites se sont excusées publiquement qu'en 2001. Ça avait été caché de peur que ça soit assimilé à l'expérience des nazis pendant la Seconde Guerre. Voilà, c'est fini pour les pires expériences scientifiques. Encore merci de ton commentaire car tu m'as donné l'idée de cette vidéo hyper intéressante. Et du coup, si vous avez d'autres idées comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous dis à très vite et surtout, portez-vous bien.